fois, mais j'ai jamais. En fait, c'est encore pareil. Je ne sais pas si tu as eu des expériences comme ça, mais donc c'est un film en continu. Alors on connaît bien cette question du film en continu dans ce qui a été produit par les avant-gardes des années 60, enfin entre les anti-films, les journaux, enfin bref, Breakage, Mécasse, enfin on a tout ça en tête. Mais là en fait, Albert désirait 12 heures continues, même en fait, quand vous en parlez, vous dites même ça pourrait être une continuité toute la vie en continu en fait, comme matériau. Mais en tout cas, déjà tenir 12 heures en continu quand on ne reste pas dans la même pièce, vous partez de chez vous et puis vous arrivez à Nanterre, vous faites un cours et après on revient, donc le métro, les machins, tout ça, c'était assez compliqué. Mais quel statut ça a? Je crois que je n'ai jamais su, finalement, je n'ai jamais réussi à répondre à quel est le statut de cette chose qui est faite avec les acquis de ce qu'on a à partir des cinéastes qui ont tenté des choses et qui ont expérimenté le temps, comme ça a pu être si extraordinaire, on va dire, dans les années 60-70. Mais après, voilà, donc c'est vrai que ça lance les choses. Je ne sais pas si tu as eu déjà comme ça quelque chose où en fait on n'arrive pas bien à définir le statut qu'on donne par rapport à l'œuvre. Donc j'ai jamais pu savoir exactement ce que c'était. Donc un film très long. Oui, je trouve qu'il est très long. D'ailleurs, à cette époque-là, pour le mettre sur YouTube, parce que c'est pas fait pour ça, mettre les 12 heures, on a dû le fractionner. C'était un machin pas possible. Mais ça a marché quand même. Enfin, mais il est fractionné. On ne pouvait pas mettre 12 heures d'affilée. Pas vraiment ça, mais oui, enfin, il y a des moments où j'ai essayé le statut des rushs. Quand on fait la vidéo, on filme beaucoup de choses. Enfin, c'est comment on aborde la vidéo, mais avec les outils très légers qu'on a, c'est devenu très facile de filmer depuis une vingtaine d'années à peu près. Avant, les caméras étaient un peu plus grosses, en tout cas en vidéo. Et il y a des moments où oui, je pose la question de comment ça commence une vidéo, comment ça finit, qu'est-ce que c'est que ces objets-là. Et j'ai jamais vraiment su qu'est-ce que c'était, enfin, comment ça marche. Par rapport à Frampton, c'est vrai qu'il y a l'histoire d'un film très très long. Enfin, ce qui, je pense, en commun, ce qui nous a fasciné dans Magellan, c'est que c'est un film très très long, et en même temps, ce sont des films à chaque fois très très courts. C'est-à-dire qu'il y a de ce qu'on connaît de ce film qui n'existe pas, à part dans nos têtes, en partie en film. Il n'y a pas de, c'est pas tellement un film fasciné par le temps long, enfin, par la longue séquence, comme on trouve dans d'autres cinéastes des années 60. Finalement, ça aurait été des films morcelés, enfin, des films très courts, d'une minute. Les films qui sont montés sont des films avec des plans de 1 seconde quasiment. Enfin, c'est plutôt l'obsession de la seconde. Voilà, la seconde, les 24 images. Mais en même temps, enfin, on sait que quand on va voir un film qui, on pense qu'il va durer 20 minutes, qu'en fait il se révèle qu'il dure 2 heures, on s'est trompé dans la durée, je sais pas, dans la notice, notre attention est focalisée sur, enfin, on est perdu complètement dans la temporalité du film, parce qu'on avait pensé que ça allait durer telle durée, avec un arc narratif, avec des tensions, et en fait, voilà, on est complètement perdu dans la temporalité. Des fois, juste la durée qui est indiquée dans la notice d'un film, ça peut nous perturber considérablement, puisqu'on est dans une attente et voilà, ce qui n'est pas du tout. Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire? Je sais pas. Et ensuite, je sais pas, enfin, je pense Magellan aussi, ce qui nous a intéressé, c'est que c'est très visible dans ton projet, mais c'est
c'est un livre qui est très marqué, enfin c'est un film qui est très marqué par le livre en fait, par la page, enfin par l'idée de... Par la page. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'un livre? Ouais. Qu'est-ce qu'un livre? Qu'est-ce que feuilleter? Qu'est-ce que tourner une page? Comment un livre est fait de une page? C'est pas pareil la double page que le feuilletage d'une page. La relure, donc je dirais, le volume constitué par un livre à la place du rouleau. Oui, c'est très, ça c'est vrai. Oui, oui. Et là par exemple, dans le travail que j'ai fait, moi ce qui m'intéressait, ce qui m'intéresse dans le papier, c'est pas la page dans le livre, mais c'est le recto et le verso. C'est voilà. Un papier, c'est aussi un matériel, c'est quelque chose qu'on prend dans les mains. Et donc comment il y a de donner l'illusion de traverser, comment il y a des transparences, comment le papier a différentes épaisseurs, et comment voilà, tout ça c'est un peu autour de quoi ça tourne. Enfin, voilà. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on a dit qu'on parlait? On parlait de... Oui, on a dit qu'on allait essayer de parler du fait que Frampton a fait des films et imaginé donc un film qui serait la métahistoire du cinéma, donc on est dans quelque chose de l'ordre. Alors, c'est là où il faudrait qu'on soit plus précis. Est-ce qu'on dit cinéma, est-ce qu'on dit film? Enfin, ça c'est encore un sujet. Mais en tout cas, était de l'ordre du cinéma expérimental, on va dire. Et que cette chose-là a une allure plus filmique, mais c'est un clin d'œil. En même temps, c'est pas un film, manifestement, puisque c'est des rouleaux, tout simplement, et qui donnent l'allure des paper films, tels qu'ils ont pu être faits pour conserver les films avant les copyrights, donc à la Bibliothèque du Congrès américaine. Mais finalement, les deux choses qu'on présente, c'est en papier. Alors ça c'est important. Moi, pour tout ce que j'ai fait pour Magellan, qui est un peu, c'est tout en papier. Voilà. Aussi. Mais et en tout cas, ce sont des objets. Voilà. Enfin, on peut considérer, c'est un film, mais c'est quand même des objets, donc ce ne sont pas des films. Voilà. Et Frampton permet, je veux dire, d'avoir un mode de réflexion sur. J'ai souvent dit faire du cinéma sans film. Alors, voilà. Et je t'ai entendu parler quelquefois, c'est un mode cinématographique, mais en même temps fictif et impossible, qui permet de fabriquer. Oui, là, ça reprend, aussi. Oui, ça reprend en gros une forme de jouet optique où normalement la forme est activée, tourne, et donc par une petite fente on voit apparaître une animation, un petit peu comme le phénakitoscope qu'on voit pendre au mur, mais pas tout à fait comme ça. Et donc oui, il y a l'idée que donc à l'intérieur il y a un tonneau qui tourne et les images sont... qu'est-ce qui se passe entre les images en fait, comment entre ces photos, qu'est-ce qui se passe comme les différents états de matière. Mais quand même, on peut redire, c'est que toi et moi, on a essayé de faire. Enfin, tu as fait beaucoup de vidéos dans les années jusqu'à quand? En fait, c'est ma dernière vidéo et ce film on continue. Ah ouais. Et ici, j'ai présenté un Pinocchio en 2015 peut-être. Enfin, c'est un film que. Enfin voilà, quand j'ai fini mes études en art à Villarson, à Nice, je pensais que j'allais faire de la vidéo pendant des années et des années. Enfin, c'était vraiment que là, j'arriverais à tout rassembler dans la vidéo. Et ça a duré un moment. J'ai réussi à finir un film assez long, qui était Pinocchio, qui dure à peu près 1h10. Et puis après, c'est devenu de plus en plus compliqué de faire la vidéo et de vraiment rassembler les idées, de trouver un intérêt dans le numérique aussi, travailler sur l'ordinateur. Et
là je ne travaille plus vraiment en vidéo, enfin, c'est en pause. Mais c'est quand même quelque chose qui je sais pas, on va dire, travaille ce que je fais en papier. Voilà. Je peux intervenir? Bien sûr. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos travaux vidéo respectifs, justement? Parce que Pinocchio, il a quand même. C'est pas une simple vidéo, il y a un travail important. Pinocchio, c'est fait à partir d'une vidéo quand j'étais en école maternelle. C'est une vidéo qui avait été tournée toute l'année par les maîtresses quand j'étais dans une petite école à Villefranche-sur-Saône. Elles avaient fait une super production sur un an. On avait fait tous des décors et qui étaient modelés plus ou moins sur le Pinocchio de Disney plutôt. Enfin, le costume, l'histoire, la narration. Et donc il y a certains passages où moi-même je joue Pinocchio. On était plusieurs à jouer Pinocchio avec masqué. Et donc après avoir fait je sais pas, une dizaine de vidéos quand j'étais étudiant, en fin de la dernière année, je me suis lancé dans ce projet assez long. Il m'a pris à peu près 3 ans à être réalisé. Et donc de reprise de cette vidéo que j'avais en VHS et un travail de remontage en fait. Donc c'est tout un travail plutôt j'étais très axé sur l'histoire de son et image, donc de désynchronisation et de resynchronisation complète de la bande visuelle avec une nouvelle bande son intégrale. Voilà. Et ensuite il y a une extension. Enfin, pour dire ces scènes ce Pinocchio initial ressemblait beaucoup au cinéma muet en fait. Parce que c'était des prises longues, de 2-3 minutes à chaque fois, où juste il y avait des zooms, des petits panneaux pour aller dans l'image, mais ça ressemblait beaucoup à ce qu'on voit chez Méliès par exemple, où il y a un plan fixe, et puis des gens qui s'agitent dans tous les sens, costumés, et en plus, étant donné que les acteurs étaient des enfants, eh bien, ils ne savent pas très bien où est-ce qu'ils doivent regarder, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Voilà. Donc il y a tout ce jeu d'agitation dans un plan assez large avec des très beaux décors. En plus la VHS avait pris quand on la ressort 30 ans après, forcément il y a des couleurs un peu pastel, il y a quelque chose une trame que l'on n'a plus tellement l'habitude. Voilà, et donc j'ai fait tout un travail de synchronisation avec des passages musicaux, beaucoup de collages, des choses assez très très denses en fait en information. Et ensuite il y avait une extension puisque la vidéo initiale finissait sur un panneau sur lequel c'est écrit fin, comme ça sur un zoom. Et j'ai étendu ce fin sur une dizaine de minutes. Et en fait là on entend les voix de la bande son originale. Et donc on revoit en filigrane le film, mais avec les voix des acteurs, mais aussi on entend un petit peu parfois des indications qui viennent du côté de la caméra, des adultes qui disent quoi faire. Voilà. Et donc c'était une idée de revoir le film 2 fois, de faire un film et on le voit sur 2 modes différents, et comme si on le voit 2 fois. Donc c'est voilà. Frampton était très présent alors. Tout à fait, oui. C'était et en plus il y a des Frampton est très présent aussi parce que chez Frampton il y a comme une importance accordée à qu'est-ce que c'est que lire, apprendre à lire, à l'écriture, au formalisme du langage, à la bande son, enfin à la désynchronisation, et bien sûr aussi à la fin. Qu'est-ce que c'est que la fin d'un film? Voilà. Puisque le Magellan de Frampton, c'est un film qui ne devrait pas avoir de fin, puisque c'est un film cyclique en fait. C'est un film qui idéalement est vu chaque jour de l'année, enfin qui a une durée de 365 jours et plus 4. Voilà. Avec un effet de synchronisation. Parce qu'en fait, les 4, c'est les 2 derniers jours de décembre,
qui sont le début, et les deux premiers jours de janvier sont la fin. Donc on recommence quoi. Magellan est aussi très intéressé par la mort et la renaissance. Enfin, c'est la figure voilà. Et là aussi, Pinocchio, il y a une autre histoire, parce qu'il y a la transformation, le passage entre le pantin de bois et le petit garçon qui se transforme et qui voit en plus sa dépouille en quelque sorte au sol. Enfin, en tout cas, dans le conte de Collodi, il y a une sorte de mépris pour ce qu'il a été en tant que petit pantin de bois animé. Donc voilà, donc c'était un film qui était oui, très marqué par la Frontone, enfin par des thématiques frontoniennes. Oui. Et puis voilà, puis après j'ai essayé de faire des choses, mais je ne saurais pas trop comment en parler. C'était plus des montages. Et vous, Catherine, le travail de vidéo? Alors, il y a eu toute une période installation vidéo. Je vais dire, c'est trop long. Mais peut-être le dernier film, enfin l'avant-dernier film, j'ai fait ça. J'ai eu l'opportunité, la chance de faire quelque chose à Vulaine, là où qui est près de Fontainebleau, là où est la maison de Mallarmé. Donc dans ce qui est maintenant le musée départemental Mallarmé. Et j'ai pu séjourner là-bas. Je voulais pouvoir avoir des images toutes les saisons. Donc ça a pris 2 ans. J'aime prendre du temps pour faire les choses. Mais c'était pas beaucoup 2 ans. Enfin bon, c'était quand même voir 2 fois la saison, au moins. Comme ça, au moins, on voit un peu. Et donc là, j'ai fait une vidéo avec d'assez bons moyens, c'est-à-dire vraiment des caméras. Bon, alors qu'on en était au petit machin et que j'ai beaucoup aimé les petits machins, on va dire, parce que j'ai eu l'opportunité d'en avoir un peu à ma disposition en étant au Japon, enfin tout ça. Mais là non, c'était encore Sony, mais vraiment très pro, etc. Et bon, alors c'était quand même compliqué parce que Mallarmé, c'est quand même voilà quoi. Donc, en fait, ça m'a demandé. Je crois que ça a transformé quelque chose de mon travail d'avant, qui était beaucoup plus, comment dire, ironique. C'est-à-dire que j'avais envie de réagir à certaines thématiques. Et donc j'utilisais les formes vidéo ou bien des fausses narrations ou des fausses fictions de manière assez ironique. Par exemple, j'avais fait un truc sur les parcs d'attractions que toi tu connais. Bon, il y a une forme d'ironie, voilà, puisque c'est des gens qui cherchent l'entrée d'un parc d'attractions construit sous un parc d'attractions en cas de réserve, en cas de bombe atomique, on continue à avoir un parc protégé. Donc c'était des choses comme ça. Donc il y avait une espèce comme ça d'ironie. Et puis, il y a un moment, j'ai considéré que ça ne suffit pas, l'ironie. L'ironie, c'est finalement trop facile, quoi. On ne peut pas s'en contenter, il faut essayer de faire autrement. Voilà. Et c'est sûr que Mallarmé ça a beaucoup joué. C'était vraiment compliqué. Donc, j'ai fait, c'est quelque chose qui doit durer 35 minutes. Voilà. Et après, c'est comme Frampton était un peu dedans, mais pas non plus, mais quand même, voilà. Et après, c'est
il y avait évidemment toutes les considérations sur le temps, sur la désynchronisation, enfin bref, tout ce qui peut apprendre de différent par rapport au cinéma expérimental. Beaucoup plus bien, il a expérimenté les ingrédients de ce qui fait l'image en mouvement d'une manière beaucoup plus virulente, plus vive, enfin il a essayé, voilà. Et en plus il en a parlé, à la différence des autres. Et donc, mais je ne connaissais pas le projet Magellan. À cette époque-là, je ne connaissais pas. On en parlait, bon, d'abord, on n'en parlait pas. Enfin, en français, il n'y avait quand même pas grand-chose. Après, j'étais très spectatrice, j'allais partout pour voir du cinéma expérimental, mais Frampton m'en voyait moins que les autres en Europe. Vraiment moins que les autres. Dans les festivals, tout ça, on ne voyait pas. Et puis, je sais pas comment, c'est les miracles d'Internet, même si c'était en 2013, mais enfin, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il est maintenant. Mais donc, c'est comme ça que je suis tombée sur ça, peut-être même sur le site, ces archives. Et la découverte de cette idée d'une temporalité qui oblige à avoir une conscience du temps dans un instant, dans un fragment donné chaque jour, ça m'a complètement étonnée. Et j'ai voulu, c'est comme ça que je me suis mise à travailler sur Frampton, en me disant, bon, maintenant, aller assez tergiversé, maintenant, maturité, tu peux te donner le temps que tu peux. Voilà, j'ai fait ça. Alors, c'est sûr que il y a Mallarmé. D'ailleurs, Mallarmé, moi, dans le projet Frampton, Mallarmé est vraiment un des protagonistes majeurs dans l'agenda. Juste pour dire, ça a trois formes. Il y a une forme livre que je vais appeler livre agenda. Donc, où on a des choses qui existent dans un rapport lié à Frampton de débat, dont Mallarmé, sur le processus de l'œuvre. Pour Mallarmé, c'est Hérodiade. Il y a d'autres gens qui interviennent, mais Mallarmé est assez central. Aussi l'élaboration des vagues de Woolf, etc. Et chaque jour, il y a une, deux, trois images qui est mon propre flux de pensée. Puis ça rencontre les autres, il y a Pigafetta, il y a tout ça, Magellan. Et puis, il y a des textes par rapport à ce flux, par rapport aux choses croisées, enfin, voilà, pour dire vite. Donc il y a celui-là, ce machin, qui est un peu énorme parce que ça fait tous les jours et les 450 images. Voilà. Et puis, il y a une autre forme qui est une forme sur alors là, c'est feuillet par feuillet. Celui-là, agenda, c'est que les pages de droite en fait. L'autre, c'est une page double. Donc on ne peut feuilleter qu'en double page. C'est une manière de mettre un Leporello en boîte. Donc on n'a que des doubles pages. Et puis la troisième forme, c'est ce film papier. Donc les deux formes livres, elles ont un rapport texte-image complètement différent, décalé ou côte à côte, ou pas complet. Et là, il n'y a pas de texte-image. Résumé. Et ça, c'est un livre qui va être édité, c'est pas juste un livre, un exemplaire unique. Non, je ne sais pas encore tout. Et oui, j'aimerais. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, j'en fais des modèles, maquettes. Mais Il y a juste aussi, oui, enfin, cette histoire des flux de pensée. Une aussi, un peu des raisons pour lesquelles la vidéo, ça m'a un peu refroidi un moment, c'est que j'avais l'impression que en vidéo, c'est pas vraiment possible de faire ça. Donc on arrive très vite à une image de flux de pensée, mais pas vraiment quelque chose qui est de notre flux de pensée. Enfin, je retrouve plus ça, par exemple, dans le dessin, en changeant d'écriture, en changeant de style, en laissant vraiment en naviguant avec
au fil de l'encre, en fait, enfin, de la plume ou de n'importe quel outil, et que c'est quelque chose qui en vidéo est. Je sais pas, j'ai un moment j'étais à une sorte d'impasse, enfin, je trouvais que c'était pas en filmant tous les jours, par exemple, que j'arriverais à quelque chose comme ça, que c'était pas. Voilà. Donc c'est une des autres raisons pour lesquelles la vidéo, j'ai un peu pris une distance avec ce médium. Une expérimentation dans le son aussi qui est important. Oui, oui, oui. Ça, ça revient un petit peu. C'est toujours son et image ou ça peut être que son? Je fais aussi son. Oui, Son tout. oui, son tout. Enfin, une musique des fois. Et ça prend beaucoup de temps. Disons que enfin pour moi en tout cas quand je fais du son, il y a deux modes. C'est ou bien c'est dans l'instant, enfin quelque chose qui est voilà tel jour, peut-être devant un public ou tout ça, je vais faire quelque chose, ou bien un travail très long de montage, d'assemblage. Donc ça prend beaucoup de temps pour qu'il y ait une forme qui m'intéresse, qui soit pertinente avec ce que j'essaie de faire. Et avec toujours ce problème du son actuellement, c'est que c'est devenu très très facile d'avoir des jolis sons, de produire beaucoup, d'enregistrer facilement. Et donc voilà, c'est très très facile d'accumuler énormément de matériaux. Voilà, je pense que ça aussi c'est quelque chose qu'on voit chez Frampton, c'est cette idée d'accumuler beaucoup et ensuite limiter, enfin de sélectionner. Parce que par exemple Magellan, c'est un film qui dans les interviews, il raconte que dans les interviews, c'est même pas vraiment des interviews, c'est plutôt des monologues devant un public, où finalement il filmait très régulièrement, il avait sa caméra un peu à disposition tout le temps, et puis il étiquetait ses bobines dans son laboratoire, et puis petit à petit les bobines elles-mêmes se montaient toutes seules, parce que telle bobine était entreposée à côté de telle autre, et ça pouvait faire du sens et de quelque chose d'intéressant pour lui. Et donc ensuite, la plupart des films de Magellan auraient des films de 1 minute, donc tous les jours. Enfin, il y en a eu 2 minutes. 2 minutes par jour de film, de petits films. Et les films étaient un peu comme dans une bibliothèque et puis les bons voisins se communiquaient ou... Alors, ce qui est, il me semble, je ne sais pas si il y a des informations pendant le colloque, je n'ai pas assisté à tout, mais on ne sait pas du tout comment il a sélectionné, par exemple, jour par jour, pourquoi il montrait tel film plutôt qu'un autre. Dans tous ces films qui étaient Sauf que quand même, il a avant, oui, pour ceux des 2 minutes, mais sinon, les autres films, ça, on le sait, parce qu'il les a tournés pour ils ont des périodes temporelles particulières, par exemple l'équinoxe, les solstices, il a dispatché à l'intérieur de l'année des films déjà faits en cycle. Donc ça, donc par exemple, quelque chose est découpé en 13 parties, donc on coupe dans le calendrier comment on fait pour que ça fasse 13 parties, et là, ça correspond à des titres, enfin, etc. Donc ça c'est pas du côtoiement, on va dire, hasardeux, apparemment. Mais oui, même Warburg, il disait ça quand même, hein, qu'il se passait un truc dans une bibliothèque, à la manière dont on fait se côtoyer les livres. Après, quand on regarde, soudainement, on fait un lien qu'on n'aurait pas vu. Et ils disent, oui, mais bon. Mais est-ce que vous savez, parce que moi je ne connais pas bien le sujet, est-ce que vous savez si il s'astreignait à donc filmer 2 minutes chaque jour? Non. Non, il filmait beaucoup plus que 2 minutes chaque jour, beaucoup. Après, la question était de sélectionner 1 minute par jour, enfin, donc 2 minutes, c'était 2 fois un film d'1 minute, donc pas le même, et qui avait un titre différent. Voilà. Il y a à chaque fois un titre, ça, bon, même si c'est rangé dans la catégorie, donc les pants,
Panopticon, la même catégorie, pour ce qui est des 2 minutes, ils ont quand même un titre. Enfin, Donc la majorité. le PAN, c'est pour Panopticon. Oui. Parce qu'ils sont tous titrés PAN, c'est avec ça, des numéros. oui, c'est pour Il y en a Panopticon. quelques-uns en ligne. Il y en a. On a un numéro 0, Oui, c'est 1, ça. 2, et puis après on passe au 620. Ah ouais. Oui, Et entre mais, les deux, alors en fait, on trouve en ligne un calendrier qui a la forme, c'est dans l'image, la première image du dernier là-bas, tout en haut. Tout en haut à droite. Tout en haut à droite. C'est le début, c'est calendar en fait, sans les voyelles. Les voyelles. Ouais. Alors ça a la forme des anciens listings, comment Fortran, enfin, c'est pas basique, enfin, d'autres de papier informatique là comme ça. Et on le trouve en ligne très facilement. L'intégralité du calendrier est déjà découpée parce qu'il a produit quand même pas mal, d'abord aussi pour trouver les moyens pour le faire, donc il a quand même répondu à pour des bourses, des machins, des trucs comme ça. Mais donc ça était un document alors pas final parce qu'il y en a d'autres, mais bon, mais où on voit justement les pannes, et donc il commence au numéro 0 pour raconter à la fin, 0, 1, et puis voilà, ça continue. Bon, il y a des fois avec un titre, des fois pas. Mais oui. Et avec des titres en latin. Oui. Il y a tout un... Oui. Et puis, comme il y a beaucoup de films qui sont coupés en morceaux, des films déjà faits, donc ils changent le titre ou pas, enfin, ou des réemplois, enfin, c'est très intéressant. La manière dont. Enfin, je sais pas, toi, si c'est quelque chose. C'est-à-dire dont il réemploie son propre travail, et dont il le revisite, réemploie, le redécoupe tout en lui gardant quand même quelque chose de son sens initial qui a l'air de subsister. Oui, bah, par exemple, ça c'est un pan. Donc les pannes sont des films sans son, même si il y a peut-être le projet que le deuxième par jour soit synchronisé. Enfin, voilà. Et normalement ce sont des films sans cut, il n'y a pas de montage. Mais là aussi, c'est pas vrai. Problématique, c'est ça, oui. Et souvent, ce sont des choses du quotidien. C'est pas du tournage avec les acteurs. Ça peut être aussi il y en a qui sont très connus où c'est un champ, il y a la mer, il y a des tas de trucs. Mais une de ses obsessions, c'était justement comment on ressent. Alors déjà, comment on ressent une seconde. Mais je pense que moi, c'est une des raisons pour lesquelles je fais plus de vidéos, où finalement la question de l'expérience temporelle me paraît plus. On peut en faire davantage l'expérience avec des matériaux finalement statiques, qui ont l'air statiques mais qui ne le sont pas. Enfin, la manière dont on peut regarder un dessin, regarder quelque chose de fixe est une expérience temporelle. La manière dont on a composé cette chose est une expérience temporelle. Et finalement, le temps de la machine, au bout d'un moment, est du temps de machine. Enfin, comme si comment il effaçait quelque chose de véritablement des interrogations qu'on peut avoir sur une temporalité et sur l'instant, que l'instant enregistré, c'est finalement qu'un instant enregistré, enfin, un truc comme ça. Et Frampton, pour ça, disant, comme c'était un obsédé de image par image, et parlant des erreurs de l'image par image, c'est-à-dire dans une seconde, quand vous coupez un tout petit peu trop tôt, un tout petit peu trop tard, en fait ça fait plus qu'une seconde. Et ça, comment on le ressent?
Et il était obnubilé par ça, y compris dans la coupure des pattes. Alors sur 1 minute, c'est différent, mais sur 1 seconde, il a beaucoup écrit, dit là-dessus. En fait, les pannes sont aussi beaucoup des histoires de dimension, de rapport de proportion, dans l'image même. Oui. Et pour avoir fait l'expérience parfois d'être vraiment obsédé par ce film et de regarder les pannes régulièrement, même si on n'a pas accès à l'entièreté du film, qui n'existe pas, on a quand même, j'ai quand même l'impression de comprendre comment ça marche. C'est-à-dire que les plans, on a une sorte d'imprégnation de ces rapports de dimension, de rapports temporels. Et quand je regarde un film, ou quand je fais l'expérience de la vie quotidienne, il y a quelque chose qui vient des films de ces pannes, en fait, de ces séquences très courtes, d'1 minute, et on ressent la temporalité en regard Oui, on regarde ça. De ce film qui existe et qu'on produit autant dans notre tête que. Voilà. Et quelque chose de très important chez Frampton, c'est vraiment l'idée que la connaissance peut venir de l'image, en fait, du visuel. C'est quelqu'un qui a écrit, qui a fait des textes théoriques qui sont quand même bizarres, qui sont condensés. Condensés, oui, qui sont. Mais le Magellan, il y a toujours il y a une sorte d'ambivalence très très forte entre est-ce que c'était vraiment une encyclopédie ou est-ce que c'était un film comme une sorte de film sur la fin de l'avant-garde ou une sorte de synthèse des avant-gardes. Voilà. Mais il y a quand même quelque chose vraiment qui fonctionne, on va dire, au niveau de l'image, de qu'est-ce qu'on ressent au niveau de l'image. Et quand on a fait le montage, tu avais parlé de l'expo, tu avais parlé comment Frampton est très fort en connotation. Et c'est vrai qu'il y a. C'est un film qui intègre beaucoup d'autres films, mais plutôt des films des tout débuts. Et pas mal de chercheurs, d'historiens qui ont essayé de comparer un peu avec les films de Godard, par exemple, avec l'histoire du cinéma. Mais la grande force de ce film, je trouve, c'est que justement, il n'a pas intégré des films. Il n'y a pas de citation en fait directe d'autres films, à part des films des tout premiers temps. Et donc en fait, c'est à nous de travailler, de chercher des allusions et de voir en fait dans des films d'autres cinéastes que lui, qu'est-ce qu'il voyait, qu'est-ce que ces rapports de dimension, ces rapports sur différentes temporalités, sur comment dans un même plan on passe quelque chose une espèce de passage dans une sorte de méditation, par exemple, comment sur différents plans de la pensée, l'obsession de comment on part dans la rêverie, non pas nécessairement sur le temps très long, mais parfois très rapidement, sur différents états de la conscience. Il y a une espèce d'obsession là-dessus. Et voilà, je sais pas, qu'est-ce que tu pensais par rapport à la connotation, comment ça fonctionne, pourquoi ça marche et comment ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il est rangé, Frampton, en règle générale, dans les ouvrages, les divers ouvrages des historiens du cinéma des années 60, comme on dit cinéma structural. Donc, évidemment, il a fait un certain nombre de pièces où il a qu'est-ce que c'est que le cinéma, qu'est-ce que c'est qu'un film, justement. Est-ce que c'est à part la pellicule, non, plus la lumière, la projection, la couleur, et puis les circonstances dans lesquelles c'est projeté. Mais de fait, qui pourrait, mais c'est très peu par rapport à c'est rien par rapport à ce qu'il a fait, c'est micro machin.
Et tout le reste n'est pas. Alors, son autre obsession, c'est contre la narration. Ouais. Donc, certes, contre la narration, mais comme on va dire contre une narrativité un peu, je sais pas, sans se poser la question de ce que c'est, quoi. Donc, c'est ça, être contre la narration. Alors, lui, sans arrêt, qu'est-ce que c'est que faire une séquence? Qu'est-ce que c'est que mettre une séquence à côté d'une autre? Comment ça marche si on met celle-là à côté de celle-là? C'est pour ça qu'il pouvait les bouger, parce qu'il disait si je la mets là, quelque chose du sens arrive là, quelque chose arrive autrement, et inversé, enfin, etc. Il a fait beaucoup ça. Et c'est vraiment toujours, c'est comment arrive le sens. Enfin, et ça, il a tellement expérimenté là-dessus. Donc avec des images, ça c'est difficile. On voit bien qu'il y a les images quotidiennes, enfin je sais pas, new-yorkaises ou bien un peu dans la campagne, enfin, mais en fait un peu. Je me suis toujours demandé comment il faisait, parce que c'était quand même beaucoup plus compliqué de filmer, même avant l'invention de la vidéo, pour pouvoir se promener et filmer. Mais comment il gérait cette façon d'être, parce qu'on a l'impression, quand on le lit, qu'il fait comme nous avec notre téléphone portable, ce qui ne devait pas quand même être le cas. Puis avoir les moyens des bobines, des machins, et voilà. Mais je sais plus. En tout cas, la question du sens, elle est vraiment toujours dans l'expérimentation des images les unes à côté des autres, et ce qui arrive à être fait. Donc, ça signifie quand même à la fois quelque chose de l'ordre du tournage, mais quelque chose de bien après, c'est-à-dire dans les lectures, dans comment ça s'élabore et le retour sur la chose. Enfin, il me semble qu'il y a un gros travail de recherche, je ne sais pas comment on peut dire, de lecture. Bon, il y a par exemple, pour passer à autre chose, il y a quelque chose de très étonnant dans certains montages, c'est il y a des écrans de couleurs entre chaque plan. Ah oui, ça c'est très important, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'isoler chaque plan, Oui. en fait. Comme s'il surgissait d'un lointain ou on ne sait où, tout en restant dans le même lieu filmé. Par exemple, il y a un film qui se passe dans des abattoirs, donc on voit des vaches découpées, avec des ouvriers un autre dans une forge, voilà, dans les grandes aciéries vers Detroit, cette région-là. On a une autre, ce sont des vaches qui se promènent dans des prés. Et ça dure une demi-heure, mais chaque plan est isolé l'un par des écrans verts, l'autre par des écrans bleus. Et donc, c'est comme s'il y avait une espèce de surgissement du plan qui est assez inouï. En fait, on a pas tellement vu ça chez d'autres cinéastes. Et tout en se référant sans cesse à Eisenstein, il en parle, mais on ne sait pas très bien. Voilà. Juste pour le son, souvent pour le son. Mais il en parle aussi pour pourquoi il a filmé. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'usines dans le cinéma soviétique, il y a aussi des lieux, il y a des abattoirs, etc. Mais c'est pas du tout sur le même mode que Eisenstein, et là aussi, Eisenstein, on peut dire beaucoup de choses, parce qu'il dit qu'il fait ça, mais en fait, ça marche plus ou moins. L'histoire du montage comme produisant un sens. Mais cette question du montage, en même temps de délier les plans. Et presque, on pourrait penser, par exemple, que les pannes, il a pris les choses les plus dissemblables pour chaque jour, peut-être. Où il y a quelque chose, voilà, que ces deux
exemple de ce que peuvent être le cinéma, enfin de ce que sont le cinéma, enfin une pensée du cinéma, une expérience du cinéma. Peut-être que les deux pannes qui étaient visibles chaque jour pour le spectateur idéal étaient en opposition, ou enfin, je sais pas trop, mais c'est une belle idée de penser comme ça. C'est tellement fou d'imaginer quelqu'un qui peut suivre le calendrier donc, de Magellan et qui, bon, il y a des jours, il y a, je sais pas, il y a 45 minutes peut-être, mais il n'y en a pas beaucoup de jours comme ça. Mais la majorité des jours, c'est juste 2 minutes. C'est-à-dire, en fait, si on imagine qu'on est obligé d'aller 2 minutes au cinéma tous les jours pour voir les deux pannes, est-ce que c'est que ça, aller vivre un instant, cet instant là, ce moment des 2 minutes, moi, ça, je trouve ça extraordinaire. Alors, et que si on se met à se dire que avec les moyens qu'on a, on peut évidemment le mettre sur un téléphone, on pourrait faire un truc simple comme ça, mais que ça n'est pas cette expérience là qui était, enfin, comme tu l'as dit, oui. dans cette extraction temporelle de 1 minute, puis une autre minute, puis vraiment on retrouve tous les jours. Mais en même temps, ça pourrait être absolument génial. Enfin, c'est comme s'il avait anticipé des possibilités qui n'existaient pas encore quand il a pensé tout ça. Et que maintenant, effectivement, pour imaginer que dans une vie de fou, il y a comme ça des stops d'1 minute. Est-ce que je dis une bêtise ou Panopticon, c'est dans la prison, c'est le dispositif qui permet d'un endroit central de voir tout ce qui se passe autour. Oui. Et donc il a donné ce titre à chacune de ces minutes avec cette idée que cette minute serait... C'est pas chacune de ces minutes, c'est le packaging dans lequel sont rangées les minutes. Comme il donne toujours un titre global, c'est ça qui a le titre Panopticon. Mais ça n'a pas que ce titre-là, ça a eu plusieurs titres. Ça a aussi eu le titre Straits, le détroit de Magellan. Donc on trouve les deux. Et est-ce qu'il y a quand même cette idée que chacune de ces unités serait aussi une sorte de point de vue général sur une façon de regarder le monde, enfin, je ne sais pas si c'est chacune ou si c'est l'ensemble. Oui. Parce qu'il a quand même cette idée-là il dit ça en tout cas, que il veut faire quelque chose de nature encyclopédique autour du cinéma, donc qui serait une encyclopédie de toutes les images cinématographiques possibles. Donc il y a ça, donc les pannes en font partie. Et avec l'idée que c'est le spectateur qui est le protagoniste et qui met en scène en fait cette encyclopédie, d'où ce panopticon. C'est-à-dire au centre, c'est le spectateur qui déploie le panopticon. Oui. Et pourquoi Magellan, pardon? Oui, alors ça c'est... Donc il dit qu'il prend la métaphore, c'est une métaphore, quelquefois il dit c'est simplement une figure. Et il a eu connaissance du livre de Pigafetta qui fait 30 pages, enfin c'est quand même donc, qui est quelque chose d'assez merveilleux, dont en français on a vraiment des choses assez extraordinaires, donc qu'a fait Michel Chandaigne, et qui a retracé vraiment tout autour du journal et puis les autres journaux, enfin, etc., documents voilà, autour du... Il n'avait pas ce genre de choses à sa disposition. Frampton, ça n'était pas, enfin, du côté américain à cette époque, il n'y avait pas ça. Enfin, on voit ce qu'il avait, voilà. Mais il dit que c'est une métaphore, que c'est la métaphore. Alors, il n'est pas dans la métaphore d'une globalisation. On n'est pas non plus dans ce type de discours du tout. C'est la métaphore d'avoir fait le tour du monde. Donc il va pas chercher le fait que bien sûr Magellan il meurt, mais Magellan il est mort, il est mort sans avoir fait le tour du monde. Mais il mélange un peu en disant Magellan il a fait le tour du monde, et un peu façon Jules Verne il y avait une erreur de date.
Donc il parle de ça. C'est pas là où il est le plus clair, on va dire. C'est un peu comme ça, un peu. Mais il y a une image du film où on voit, où on voit tout lui-même. Apparemment, c'est ses mains qui tournent un livre qui serait. C'est Marcus Snow qui Voilà, tourne c'est dans un autre. c'est ça. Il y a le meilleur film de Fulton, enfin celui qui a abouti et qui est peut-être le film à voir. Enfin, Voilà, c'est dans il s'appelle Zanzlema. Et donc il y a aussi il y a des films qui sont découpés en secondes. Voilà. Enfin voilà, qui est une continuité qui est découpée en secondes qui apparaît au fur et à mesure du Donc film. avec les erreurs de secondes. Avec les erreurs de secondes, où parfois il dit que certaines secondes durent 25 images, donc c'est une seconde et quelques minutes en plus. Et donc il y a une image où on voit juste un plan, un buste, un livre posé sur une table, et les mains qui tournent les pages. Et donc cet ouvrage qui serait là sur la table, on n'arrive pas à lire la couverture. Donc rien de toute façon puisqu'il est. Oui. Il est à plat. Ça serait le journal de Pigafetta. Ça se peut pas parce que le journal de Pigafetta c'est tout petit quoi, c'est pas un gros livre comme ça, mais bon. Voilà. Et ça serait, si on en croit là aussi ce qu'il a raconté, ça serait Michael Snow, donc c'est autre grand cinéaste, qu'ils étaient amis, pas tellement en rivalité, enfin moins qu'avec d'autres, voilà, qui tournerait les pages. Avec toute l'histoire de Magellan, on n'a aucun témoignage de Magellan directement, parce qu'il n'y a pas de journal de Magellan, il n'a pas tenu de. Enfin, s'il a tenu un journal en tout cas. Pas comme Colomb. Voilà. C'est Pigafetta, donc un des pilotes de la Victoria. Non, juste il a été embauché pour faire ça. Voilà. Qui s'est proposé pour raconter. Un diariste. Oui, c'est ça. Voilà. Et miraculeusement a survécu autour du monde où il y a eu l'équipage a été décimé. Enfin, il reste une vingtaine de marins sur 150. Oui, c'est ça. Voilà. C'est encore un peu moins. Donc Pigafetta a survécu, a publié le journal. Donc là aussi, il y a tout un qui a été traduit en français parce que en fait François Ier lui en avait commandé. Donc il y a deux éditions en français de Pigafetta. Sinon évidemment en italien. Oui, c'est en italien. Oui, parce qu'il est de Vicenza. Donc, et tous les autres étaient espagnols ou portugais. Beaucoup plus mélangé que ça. Il y en avait des Français, des Hollandais, enfin, tout un tas de nationalités où il y a des marins. Oui. Ils ne savaient pas, en fait, le but du voyage était caché. Ils ne savaient pas qu'ils allaient. Il y avait cette idée de trouver un passage par l'Amérique du Sud. Magellan a vraiment caché cette chose-là, y compris aux autres capitaines des nefs. Et c'est comme ça qu'il y a eu une révolte, une mutinerie. Là, après, une grosse mutinerie qui a fait cadeau. L'ont abandonné le chef des mutins sur la côte avec un aumônier. Et puis en plus, il y a l'histoire que Magellan était portugais et qu'il Oui, travaillait pour la couronne d'Espagne. Donc il a trahi, enfin, tout ça. Donc il y avait des tas. Oui, c'est des machins. Mais enfin, en tout cas, le journal de Pigafetta, cette édition est très belle. Il y a une petite édition de poche, mais cette édition est très belle. Ça vaut le coup de la regarder. Voilà. Mais je ne sais pas pourquoi il y a un regain. Là, il était au musée de la Marine. Tantôt. Un film sur Arte. Oui, il y a un cinéaste philippin qui va sortir. Oui, ça, il y a eu plusieurs pièces de théâtre qui est filmée aussi, qui est un auteur philippin. Enfin, en tout cas, dénonçant la globalisation, le colonialisme, etc. Propre à ces dites grandes découvertes. Mais ça, Frampton ne va pas là-dedans. Pas du tout. En fait, on peut supposer qu'il avait cette idée au départ plutôt à cause des nuages de Magellan, qui
des Oui, constellations. Enfin, oui, les les constellations, constellations. justement, constellations, mais dès les années 60. Dès les années donc, 60. oui. Que le titre est resté. Mm. Il s'est lancé dans cet immense projet. Et petit à petit, les études postcoloniales et des courants de pensée Oui. sont venus s'agréger là-dessus et qu'il n'a pas vraiment su quoi faire de ça. En tout cas, Il en a pas. voilà, Il était plus obsédé par comment parler du cinéma et dans le rapport à la modernité. Les grands penseurs de la modernité, artistes, enfin, les grands monuments de la modernité. Évidemment, il y avait Joyce qui était comme ça, une sorte de fantôme permanent. Hein, on peut le présenter. Les parents aussi. Les peintres. Les peintres, Il est fait tout, hein, parce qu'il va dans le colonialisme, il va dans Paramount, enfin ça fait le truc aujourd'hui, c'est pas très tendance. Et pour revenir à l'exposition, je crois qu'Anne Bragmeier elle a un peu essayé justement de montrer autrement Fantôme dans le projet d'avoir fait ce qui nous entoure, là. De le sortir un peu du contexte d'érudition dans lequel il évolue et qui a permis de le découvrir aussi. Hein. En fait, il y a eu des publications il y a une quinzaine d'années, des écrits complets, enfin quasiment complets. Oui. Il y a eu aussi un DVD avec pas mal de films, enfin une grosse partie. Et puis il y a 2-3 ans, il y a un livre qui s'appelle Navigating the Cinema, qui a été publié, qui parle justement de ce projet Magellan, par un auteur qui s'appelle Michael Reed. Et il y a des tentatives d'essayer de rendre Fantôme comme quelqu'un qui avait conscience du colonialisme, de qu'est-ce qui était porté par ce nom Magellan, en fait, voilà. Qui est la partie un peu faible, on va dire, de cet ouvrage, en fait. Parce qu'en fait, c'est pas si convaincant. Enfin, voilà, c'est un ouvrage très intéressant sur 1000 choses, mais ces tentatives de rendre Fantôme comme quelqu'un très conscientisé, c'est pas vraiment juste, je crois, historiquement. Et donc là, il y a eu ce colloque qui s'est tenu il y a un mois, où effectivement il y a plutôt des Américains et des Canadiens. Il y a une sorte on a ouvert une sorte de boîte de Pandore, c'est d'aller chercher dans les archives en fait, de Frampton, qui sont gardés dans plusieurs universités ou des lieux institutionnels des États-Unis. Et avec la Libye que Magellan n'a jamais été complété, et que donc on pourra essayer de reconstituer, d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que cette machine qui avait été mise en route et qui ne sera jamais inachevée. Et donc il y a les personnes qui parlent de ça sont une sorte d'obsession, de fascination totale. Et c'est ça qui te fait dire pour en finir avec Fantôme. Et voilà, pour en finir, j'ai été aussi fasciné et obsédé à un moment par ça. J'essaye essayer de laisser ça un peu aller. Cette exposition, ça marque un peu ça aussi. Essayer de voir ça sous un autre angle, d'en parler aussi tout simplement à Paris, puisqu'il n'y a pas tellement d'interlocuteurs en France, pas tant que ça, de ces affaires-là. Frampton, c'est quelqu'un qui est beaucoup cité, mais il y a très peu de choses, il y a très peu d'auteurs francophones qui sont vraiment allés voir de près comment ça fonctionne. Parce que les textes, c'est vrai, sont admirables, sont étranges, sont fascinants. C'est facile d'en extirper des extraits pour commencer un essai, par exemple. Voilà, il y a quelque chose comme ça de l'énigme, d'un appel, de quelque chose de différent. Et donc on est un peu entre un contexte où on en parle sans vraiment en parler, et puis contexte de l'autre côté de l'Atlantique où on en parle trop en profondeur. Voilà, de manière
où on oublie un petit peu le recul. Justement, Audrey Maillard, elle suscite différents de ces plus spécialiste de l'histoire du cinéma expérimental. C'est média studies, c'est pas du côté de l'histoire de l'art visuel, mais qu'elle trouve, enfin, elle leur reproche d'être extrêmement formaliste. Et effectivement, pendant le colloque, on voyait bien ça. Donc d'avoir une analyse de Frampton extrêmement formaliste. Et oui, et ça on dit, on aimerait bien que ça soit autre. Oui, oui. Donc, avec une forte, enfin, il n'y a pas d'appareillage critique pour le lire. C'est-à-dire, c'est toujours dans une forme de, je sais pas comment, pas vraiment admiration, c'est pas vraiment d'admiration, mais en tout cas une forme de prendre à la lettre les choses. Voilà, parce que ça aussi, c'est une chose importante. La plupart des films de Frampton sont muets ou sont sombres. Et donc, on pourrait penser qu'on peut les comprendre en tant que spectateur tel qu'on les voit. Mais à côté de ça, Frampton était quelqu'un qui s'est enregistré sur des heures et des heures, qui a donné énormément d'interviews. Et donc, quand on commence à aller voir ces films, forcément, on tombe sur les propres interprétations. En tout cas, s'il donne des interprétations, c'est encore. En tout cas, sur les guides qu'il a donnés lui-même pour regarder ses propres films. Et donc, on est. Un peu le problème, c'est qu'on se retrouve à suivre exactement ces lignes-là et avoir beaucoup du mal à aller voir un peu ailleurs, d'avoir une autre vision de comment ça marche. Plutôt que... Et c'est ce que fait Anne Bragmeier, elle est assez différente quand même d'autres interprètes, enfin d'autres historiens. Parce que Anne s'est intéressée beaucoup à cette série qui s'appelle Atsumus, qui est une série avec des végétaux et des animaux empaillés ou desséchés. Et donc c'est autour du thème de comment on garde une image, enfin c'est une sorte d'analogie de la photographie, en fait, avant la photographie, enfin voilà, des processus naturels qui rappellent la photographie. Et elle met ça en regard avec d'autres artistes, avec un contexte particulier de la fin des années 70, quand la photographie devient un médium très important. Et voilà, enfin, il y a une espèce de... Elle le contextualise vraiment de manière extrêmement différente. Et y compris, enfin, c'est par exemple un travail qui n'est pas fait, en tout cas le colloque n'a pas du tout montré ce type de choses. Là, il a eu une activité d'enseignant très grande, enfin toute sa vie, et qui était importante, enfin qu'on voit dans les archives, on voit beaucoup de choses. Et donc il a eu des étudiants puisqu'il était enseignant, et donc ces étudiants, il y en a quand même quelques fameux après lui. Donc toute la génération qui s'est appelée appropriationniste, qui n'est pas arrivé en France, mais enfin, bon, c'est en tout cas pas comme ça, mais en termes de Douglas Crimp, ont été ses étudiants. Donc comment on est passé de la manière dont Frampton traite l'image et de à cet appropriationnisme. C'est vraiment intéressant, ce serait vraiment intéressant à comprendre. Certains se réclament de l'enseignement de Robert Longo, par exemple, ils s'en réclament vraiment, mais bon, il y aurait un travail, je crois Anne, elle va dans ces choses-là, en élargissant beaucoup les interrogations autour de Frampton.
Et enfin, personnellement, enfin, ce que fait Robert Longo de Magellan, je ne saurais pas expliquer comment, mais ça me tombe complètement à contresens de ce que voulait faire Fontaine, enfin, de ce qui m'intéresse dans le Magellan en tout cas. Parce qu'il a fait un projet de dessin effectivement de 365 dessins en noir et blanc. Quand il a arrêté le cinéma, il s'est mis à faire ce projet de dessin. Voilà. Et qui sont en fait des reprises d'images médiatiques, toujours chez Robert Longo quasiment, à part au tout début. Et c'est... je ne vais pas faire le travail de âme, mais ça ne me semble pas être... je ne vois pas vraiment le rapport entre le Magellan de Fontaine et le Magellan de Longo. Voilà, il a seulement repris cette grille de 365 avec le calendaire. Qui n'est pas vraiment calendaire, c'est... Oui, c'est juste une série. Le titre et 365 dessins avec le même format, comme une sorte d'analogie de film de 1 minute. Quoi. Mais oui. Mais enfin bon, c'est vrai, il n'empêche que Fontaine est très compliqué, parce qu'il y a aussi tous ces travaux par exemple, de reprise d'étiquettes pour des boîtes de conserve, par exemple, qui sont... Il y a des jeux sur les titres, en fait, sont inversés, le sens des mots, enfin la place des mots dans les phrases sont inversées pour reproduire de nouveaux sens. Mais il y a aussi quelque chose qui a à voir avec les étiquettes, une sorte de kitsch, en fait, quasiment. Comment on utilise pourquoi on met un bébé avec un chapeau mexicain pour vendre des haricots rouges, etc. Enfin, une sorte presque d'orientalisme, en fait, qui renvoie aussi, se renvoie dans les commentaires, par exemple, de Hatsumous Hatsumous, avec la fascination pour les objets, enfin, ce qu'on trouve dans des boutiques qui vendent des produits exotiques, tout simplement. Enfin, voilà. Et qui existe aussi avec cette série, par exemple, de Vegetable Locomotion. Là, c'est un commentaire des tableaux, des grilles de Muybridge, par exemple. Voilà. Et tout ça, enfin, là où le travail de Anne est important, c'est qu'elle met ça dans des temps historiques, enfin, dans le contextuel. Muybridge est très important pour beaucoup d'artistes des années 60-70. Ça nous mène en quelque sorte vers l'appropriationnisme aussi. Oui, très différemment. Donc là, voilà, Planton est aussi important pour ça. Enfin, il est au carrefour de beaucoup de choses et en même temps il a été acteur de ces chemins, dans l'art américain plutôt. Voilà, je sais pas. Le bâton rompu fait qu'on a l'impression d'être très confus. On est très confus. Je suis très confus.